people, we're on. La batterie. Ouais, So, welcome back. It's been a while. Yeah. Comme ça fait un petit bout là. On est back. On est back. C'est ça qui était Yeah, important. on est back. On est back for Black History Month. Ouais, on est back pour Black History Month. At the end of the day, comme c'est ça, on est occupé quand même, donc on n'a pas pu. Mais c'est quand même important de souligner genre le mois, là, surtout dans le type de podcast qu'on fait, l'information qu'on veut donner. Ouais. Donc là, on a décidé, c'est ça, de se rassembler pour un peu discuter de Black History Month. Donc là, on a décidé de parler de certains personnages historiques qui, entre autres, là, qui ont eu un impact, puis on pense que les gens pourraient peut-être, ils auraient avantage à look into it, d'un peu apprendre par rapport à certaines personnes. Qui ont contribué à la cause des Noirs. L'avancement de la cause des Noirs. Okay. De différentes façons. Là. So, moi, je peux commencer avec mon personnage. Moi, j'ai choisi Frederick Douglass. Frederick Douglass, c'est... donc, ben, lui, il était aux États-Unis, c'est dans la période de 1800, là, de 1800. Donc, obviously, l'esclavage n'était pas encore aboli. Il est né en tant qu'esclave. Il est né dans la période esclavagiste dans le sud des États-Unis. Mais en gros, avant de rentrer dans sa biographie, là, en gros, qui qu'il est, c'est un abolitionniste. Donc, il a contribué à l'abolition de l'esclavage. Ouais, de l'esclavage aux États-Unis. C'est un auteur, c'est un orateur, mais lui, c'est ça. Donc, il est très connu pour ses skills d'orateur. Donc, lui, c'était quelqu'un qui était doué pour rassembler les gens, de d'émettre des messages et de captiver un peu l'attention des gens et de rassembler les gens ensemble puis de mobiliser la population. Donc, un peu qu'est-ce que Malcolm X a fait, mais dans son temps à lui. Mais lui, c'était vraiment nationwide, puis vraiment d'une grande envergure. Et il a aidé la cause de l'abolition de l'esclavage. Donc, lui, il a propagé le message. Donc, vraiment mobiliser les esclaves, mobiliser les gens qu'on doit se réunir pour se battre pour cette cause-là. Donc, il était vraiment un personnage crucial dans ça. Pourquoi que je l'ai choisi? Parce que dernièrement, j'ai écouté son autobiographie. Donc, je connaissais le personnage, mais là, j'ai écouté c'est le livre, là, dans le fond, mais je l'ai juste écouté avec Audiobook, là, avec Audible. Puis, moi, qu'est-ce qui m'a marqué? C'est que tu rentres vraiment dans son univers en tant qu'esclave, puis comment il s'est échappé. Parce que Frederick Douglass, il est known pour aussi son escape, puis comment il a réussi à se libérer de l'esclavage. Mais quand tu écoutes le livre, ou bien si tu le lis, là, tu peux le lire aussi, tu peux te le commander. Tu rentres dans son univers. Donc, il explique que quand il y a juste 1 an, ou bien quand il était un infant, il a été séparé de sa mère. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faisait là-bas. Donc, ta mère, elle te mettait au monde, elle te gardait peut-être... Normalement, il te séparait avec ta mère à 1 an. Donc, ça, c'est une distance qu'elle peut t'allaiter. Puis, mais là, une fois que l'allaitement arrête, il te sépare de tes parents. Ben, la plupart du temps, obviously, le père n'était pas là, mais de ta mère, il te sépare de ta mère. Donc, tu es dans une autre maison. Tu n'es pas avec ta famille. Lui, c'est ça. Donc, il a été séparé de sa mère. Il ne connaissait pas son père. Son père, c'était probablement un blanc, parce qu'il est métissé, Frederick. Puis, c'est ça. Donc là, sa mère, il a été séparé de sa mère. Donc là, Frederick Douglass, il a vécu dans plusieurs... environnements. Oui. Donc, lui, il s'est fait transférer à plusieurs, j'allais dire emplois, là. Mais c'est un peu comme ça qu'il les traitait, right? Parce que dans plusieurs jobs. Puis lui, il a pas vécu nécessairement dans les plantations en tant que tel. C'était plus comme quelqu'un qui faisait des travaux manuels dans les maisons. Tu sais, comme... il était dans la ville un peu, dans un contexte plus ville et non plantation. Donc là, il était un petit peu exposé à la vie plus civilisée. Donc là, Frederick Douglass, il s'est auto-éduqué. Malgré que c'était interdit, hein, les esclaves n'avaient pas le droit d'apprendre à lire ou à écrire. Il devait le faire en cachette. Lui, il s'est auto-éduqué. Il a appris à lire, il a appris à écrire. Il a même enseigné en cachette à des gens comment lire et écrire. Donc, c'était un savant, là. C'était quelqu'un qui était très éduqué. Puis là, il a essayé de s'évader plusieurs fois. Donc, des fois, il avait essayé d'amener des personnes avec lui. Ça n'a pas fonctionné.
Puis la fois qu'il a réussi à s'évader, là, c'était vraiment anodin. Il s'est déguisé en sailor. Tu sais, comme les personnes marines, là. Ouais. Donc, il s'est... Sailor? Ouais, Yeah. sailor, ouais. Donc, il s'est déguisé comme ça. Puis là, il a pris train. Donc là, lui, il s'est fait passer comme quelqu'un qui était déjà free. Ouais, comme un free man. Donc là, il est allé à Philly. Mais là, quand que j'ai lu le livre, quand je suis rentrée dans son univers, il explique vraiment la dynamique entre les slave masters, puis lui, comment que toutes les méthodes de soumission, les méthodes pour rentrer dans la tête des gens, pour vraiment leur mettre comme quoi tu peux pas te révolter contre ton master et tout ça. Donc, c'est très psychologique. Ouais. Donc là, tu disais, par exemple, maintenant, s'il marchait dans la rue, là, puis qu'il voyait un couple de blancs, ben, il devait baisser la tête. Il devait enlever son chapeau, il devait baisser la tête. Donc, les châtiments physiques, ça, il y en avait vraiment beaucoup. Mais moi, qui m'a vraiment étonné avec Frederick Douglass, c'est que c'était un badass. Frederick Douglass, ça, c'était un badass. Lui, là, à un moment donné, il s'est dit, je veux plus ça. Comme moi, je ne veux plus vivre cette vie-là. Comme moi, je suis tanné. Moi, il n'y a pas un slave master qui va venir me frapper ou bien qui va venir me traiter comme ça. Donc là, lui, c'est pour ça qu'il s'est fait transférer beaucoup parce que c'était quelqu'un qui n'écoutait pas. Donc, il défiait l'autorité. Donc lui, il a vraiment mangé des coups. Il a mangé des coups. Il a failli mourir plusieurs fois. Donc lui, c'est ça son personnage. Donc, c'était quelqu'un qui défiait beaucoup l'autorité. Puis même à un moment donné, il y a un de ses slave masters qui voulait justement qu'il menaçait de le battre puis tout. Puis même le slave master l'a pas battu parce qu'il a dit, moi, à ce moment-là, j'ai pris la décision, s'il me battait, là, s'il mettait sa main sur moi, ça aurait été blow for blow. Donc, tu sais, mais là, son slave master, il a vu que je peux plus rien faire avec ce gars-là. Donc là, il s'est fait comme ça, là. Il s'est fait... il a changé de house plein de fois. Mais tu sais, qu'est-ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est que quand que tu rentres dans ce environnement-là, j'étais même moi-même surprise à voir comment il était aussi confortable à révolter comme ça. Puis c'est fucked up ce que je dis, parce que de l'extérieur, t'es comme, oui, c'est bon, révoltez-vous. Mais quand tu comprends le contexte psychologique, physique, puis tu sais c'est quoi qui te réserve, comme qu'est-ce qui te... Tu sais, si tu te révoltes, qu'est-ce qui va t'arriver, parce que tu le vois tout le temps à chaque jour. T'es comme, waouh, quelqu'un qui voyait ça, mais malgré ça, il était défiant. Ça m'a vraiment frappé. Puis pour une raison que j'ignore, là, je pensais à Kanye West qui disait que 400 years, comme on avait le choix. Ça? Mais non, parce que c'est vraiment psychologique. En tout cas, moi, je trouvais qu'il était intéressant, ce personnage-là, puis, depuis avant, mais quand j'ai écouté le livre, ça m'a vraiment marqué personnellement, en tout cas. Des fois, je pense que je devais faire pause parce que je pouvais plus écouter, parce que c'était vraiment intense. Mais en bout de ligne, là, son impact, c'est qu'il a réussi à se sauver. Puis là, il a commencé à rassembler les gens, il a commencé à propager le message. Puis c'est lui qui est une grosse partie du rassemblement populaire contre l'esclavage. Lui, il a eu un gros impact. Donc, c'est un personnage vraiment crucial pour la libération des Noirs carrément aux États-Unis. Mais fun fact par rapport à Frederick Douglass, juste quelques années avant qu'il meure, il a été représentant des États-Unis en Haïti. Oh. Ouais, c'est vraiment intéressant. Il a fait quelques années là-bas, comme en tant que soit consulat ou diplomate, là. OK. Ouais, ça c'est cool. Il y a un peu cette affinité-là. Là. C'est en quelle année, ça? Avant qu'il meure, là, de fin 1800. Donc, probablement 1895, peut-être. Tu sais, vers les fins de 1800, là. OK. So, ouais. C'est intéressant. Ouais, si vous êtes intéressé, là, je recommande son... ouais, j'avoue que j'ai beaucoup entendu parler de Frederick Douglass, mais I never went. Mais I feel Frederick Douglass... je pense que pour le sentiment populaire, c'est que c'était un allié à Lincoln. Donc, c'était un noir éduqué, un savant, mais que il n'était pas aussi proche des Noirs que ça. C'était juste un privilégié. Mais c'est pas le cas. Même au contraire, quand j'ai vraiment commencé à faire de mes recherches sur lui, même au contraire, il a été très critical of Lincoln. Parce que oui, malgré que Lincoln était pour la libération des Noirs, mais Frederick Douglass l'a critiqué à plusieurs reprises qu'il n'a pas poussé assez loin.
pour certaines conditions, puis même quand ils ont signé la Constitution et tout. Donc, c'était quelqu'un, il n'était pas un yes man, là, du tout. Alors que le public, un peu, lui a donné, pour une raison, cette étiquette-là. Mais d'après moi, c'est aussi peut-être à cause de la couleur de sa peau, parce que c'est un métis. Puis aussi le fait qu'il était très éduqué, donc il était différent. La perception était... Ouais, la perception était différente. Puis je te dirais que moi, j'étais un petit peu tombée aussi dans cette perception-là, avant de vraiment look into it, puis de vraiment savoir c'est qui ce gars-là. So anyway, c'est un personnage qui m'a vraiment marqué. Ben, j'ai pas connu personnellement, mais je veux dire... Non, mais son histoire. Son histoire, ouais. M'a vraiment mais j'avoue que si lui-même s'est déplacé dans différentes places où ce que sa vie était en jeu pour répandre le bon message, ouais, à un moment donné, il a dit carrément comme « There's no turning back ». Comme pour lui, il voulait mourir. Dans le sens que même pour s'échapper, il disait, il s'en foutait. Des fois, quand il avait essayé de s'évader, là, c'était pieds nus, c'était dans des conditions vraiment difficiles. Comme tu manges pas, tu fais des jours et des jours dans le bois. Ouais, c'est des conditions extrêmes. Là. Extrêmes. Puis on s'en rend pas compte, hein. On s'en rend pas compte. Puis t'as pas de vêtements, t'es pas bien habillé pour la nuit. Tu sais, c'est vrai que t'es dans le sud, mais le soir il fait froid, ou il y a des périodes qui fait froid. Puis là, toi, donc c'était très difficile. Puis aussi... Puis encore une fois, qu'est-ce qui m'a vraiment marqué, c'est de vraiment apprendre d'une personne qui a vraiment vécu lui-même l'esclavage, les conditions précaires que les esclaves ils étaient. Tu savais qu'ils avaient, chaque slave master, ils achetaient, mettons, des vêtements pour leurs esclaves, mais c'est une fois par année. So, par exemple, moi, qu'est-ce qui m'a marqué, c'est que, mettons, ils achetaient 2 chandails, un pantalon, 2 chaussettes, par exemple. Puis, t'as ça, chaque année, chaque personne, ils obtiennent leur sac. Puis après ça, ben, c'est à toi de t'arranger, tu fais toute l'année avec ça. Mais ça va pas lasse, là. Surtout pour les enfants, ça lasse pas. Donc là, lui, il disait, ben, après quelques mois, les enfants, ils restaient tout nus parce qu'ils n'avaient pas de vêtements. Parce que leurs vêtements sont tous déchirés. C'est vraiment le dehumanizing comme de l'être humain, là, c'est quelque chose. Mais c'est important d'avoir des récits de ces histoires-là. C'est-tu lui qui écrivait son histoire? Oui. Lui, il a écrit quand il était en vie. Donc, c'est vraiment son histoire comme qu'il a. C'est de son cru, c'est cru, là. That's crazy. Lui, il a écrit 2 autobiographies. Donc, il y en a un, c'est vraiment de son enfance à son escape. Puis l'autre, c'est post ça, donc un peu son implication avec la libération des Noirs, la guerre civile, et puis aussi sa vie en tant que homme d'État. All right. Shout out to Frederick Douglass. Shout out to Frederick Douglass. Facts. Toi, c'est qui ton personnage, Caleb? Moi, j'ai choisi Fred Hampton. Fred Hampton, son histoire est comme... What's sad about his story, I feel, is that like he was really young, and il a pas eu le temps de vraiment reach son plein potential. But what happened with him is that he was originally who he was, c'était genre il voulait jouer au baseball. Il est né à Chicago. Il a grandi à Chicago. Il voulait jouer au baseball. Puis he went to Trent College, studied pre-law in hopes to help black youth. Running into problems with the law and stuff like that, and then he was working in the NAACP. Et tu sais, he was prominent. He was a peacemaker, chairman qui venait, qui parlait dans des assemblées et tout. But then le Black Panther Party kind of like got his attention because ça résonnait plus avec son struggle. The armed resistance to police brutality kind of resonated more with him than, the turn the other cheek of the NAACP, non-violent resistance. Lui était plus attiré par, OK, we're getting armed, we're going straight to Capitol Hill. And, tu sais, le Black Panther avait un programme qui était genre The Breakfast Program, that kind of outlined how the government didn't really care about poverty and hunger. So quand lui a réalisé que ce programme qui est en place
the way it helped a lot of people, était juste comme, okay, shit, like, we're doing this, yeah. and the government has nothing to do with that. Like, so there's a big problem in the community, and like the government really doesn't care about hunger. Like, c'est nous qui doit prendre ça en main. And like the government were trying tactics to like stop people from contributing. Organization qui voulait faire des donations, they were trying to stop that. And he rose in the ranks of the Black Panthers. He became a chairman in the Chicago, comment on appelle ça, le siège social à Chicago. Chapter, yeah, that's how we call it, the chapter. He rose to prominence there, and he died at 21. So he was really young when he rose to be the leader, and he was so charismatic, and il rassemblait tellement des gens que he was a threat for the FBI. And that was at a point where the Black Panther Party was kind of like decreasing. Ils se faisaient arrêter. Tous les leaders were either being incarcerated or shot dead by obviously FBI that had a plan to dismantle black resistance, black armed resistance. So là, lui, quand he rose to prominence, he kind of gave a rebirth to the belief of Black Panther. People were like, oh shit, le programme est pas dead, genre, comme on a un autre leader charismatique qui a un nouveau plan puis tout. So obviously, COINTELPRO, which was a counterintelligence operation from the led by the FBI to stop a black messiah from rising. So any black. Mais ils ont fait ça avec Malcolm X. Exact, ils ont fait ça avec Malcolm X. But they had a plan. Je pense que le gars that was running that at the time was Hoover. Edgar Hoover. Ouais, Edgar Hoover. And he was just like, we need to stop this man from rising. And what they do is what they usually do when they try to like éliminer a black leader is infiltrate. Ouais. So they infiltrate with. Il faut que je dise le nom de ce snitch. No. Even though I'm still gonna jouer l'avocat du diable puis expliquer un petit peu le contexte. What happens. Je vais juste aller prendre son nom. Son nom c'était William O'Neill, right? So William O'Neill was a young black man that was caught in like car theft or some petty crimes and whatever. And that's how they usually get them. They catch you on a charge and they're like, hey, buddy, if you don't want to go and get prosecuted and convicted for that crime and we're going to throw like football numbers to you. Tell us something. We got this deal. You're going to infiltrate this group. You're going to ça a trouvé une manière de rentrer dans ce groupe-là, puis then we're going to set these guys up and on va avoir l'information qu'on a besoin pour, I don't know, do whatever we want to. And in that case, O'Neill became really close with Fred Hampton. He was his bodyguard. And he started spreading a bunch of misinformation about the Black Panther, trying to like destroy la réputation du Black Panther while he was... Also create havoc within themselves. That's what he was trying to do. Yeah, good point. And then on December 4th, 1969, if I remember, 21 years old, that night there was an illegal raid at Fred Hampton's house where he was sleeping with his pregnant wife that was in another room, whatever. Puis lui dormait dans une chambre avec son boy. I guess son boy qui le protectait at that time. He wasn't really a bodyguard, but he was the one qui devait assurer sa protection pour cette nuit-là, because O'Neill was not protecting him that night. Ouais, ils les ont criblés de balles, je pense. Yeah, et là, la police sont rentrés dans son house, and they entered the house opening gunfire. Ouais. Et they shot through the door actually. So they shot. Parce que lui, il était mort sur le lit. Sur le lit. Ouais. Et il y a des photos de la scène, ça a juste l'air d'un bloodbath. That's crazy. Et 99 shots were fired in the house. La femme et l'amie qui était une autre fille qui était là, they were hurt, but they didn't die. But Mark, son dernier nom c'est Mark, j'ai oublié son premier nom, qui devait assurer la protection de Fred Hampton. He died on site, like. But then they realized que Fred Hampton wasn't dead. Like, I think he was maybe getting up and whatever. And that's where they gave him 2 bullets in the head. And ils l'ont achevé. Apparently they said... O'Neill drugged him. O'Neill, the bodyguard, was at the house before
que les policiers sont, ils étaient tous en train de chill, whatever. And apparently, he put something in his drink pour l'assommer, and then he left. Puis Mark devait s'occuper de protéger. And then they ran, and they slaughtered them, pretty much. And then the police tried to say that on est rentré pour faire un raid. And then they started firing at us, you know. Mais il est couché. Puis je pense que même la photo que j'avais vue, il était sur le vent. Exact. And what's messed up is that they're like, okay, so you guys fired 99 shots. So if they really shot at you, which were the bullets that sont où les bullet holes that were in your direction? Oui, in your direction. Because he was sleeping. Ouais. Parce qu'on a vu les 99 bullets all over the house, but which one were going towards your direction? Ils ont pointé à un bullet hole sur la porte. That they were like, that's the bullet hole. So one shot, 99 shot, okay, so it doesn't make sense. Une balle qui a comme... Not even. Ouais. After investigation, when they took the pictures and whatever, they realized that bullet hole that they were claiming was a bullet hole was a nail head. Wow. It was not even a bullet hole. So there was no firing. Ils les ont pris pendant qu'ils dormaient puis ils les ont massacrés. So it was an execution. Ouais, it is. Ouais. So after Fred Hampton's death, il y a eu un rally contre ça, whatever. They won a settlement. La famille de Mark et de Fred Hampton ont gagné un settlement de comme 1,85 millions. En plus, dans ce temps-là, c'était beaucoup. C'était beaucoup. Chicago sont toujours un peu dans le centre. Hein? Il y a beaucoup de choses qui viennent de Chicago. Ouais. Beaucoup. C'est là. Ben oui, c'est juste au niveau de railroads and everything. Comme c'est très basé au niveau de là-bas. I just feel like, moi j'ai toujours feel the Black Panther movement because I feel like they had a mission. Puis comme tu as dit, le Breakfast Club program, they had certain rules that they had to I think it was 8 rules. Fallait que ça respecte. T'as à l'école. Des affaires They had rules. Puis c'était vraiment leur but, c'était de police their own community. Yeah. Puis la raison pourquoi ils se promenaient avec des fusils ou quoi que ce soit, c'était pas pour aller se battre avec personne, mais c'était vraiment pour contrecarrer. Exemple, les policiers. Moi j'ai écouté le film Black Panthers, puis tu vois genre où ce que genre la police step ou fait quelque chose contre un des citizens, puis eux qu'est-ce qu'ils vont faire, mais c'est qu'ils vont être là puis ils vont dire ben comme OK, faut qu'ils le traitent de la bonne façon, mais avec les guns c'était jamais pour attaquer, c'était pas pour tuer la police, c'était vraiment pour police leur propre streets. Ils sont créés ça, fait que ça je trouvais ça super intéressant. Mais je sais pas, ils avaient peur de ça, c'était un threat, mais where does that come from? Parce que il y a pas une fois dans l'histoire où est-ce que il y a un groupe de noirs qui est allé shut up une caserne de police là. Non, c'est vrai, il y a personne. Moi, je connais pas. D'où vient cette peur-là? C'est juste qu'ils ont expect qu'on les a tellement fait des affaires que obviously ils nous ont tellement fait des affaires que one day we'll wake up c'est ça. and use the guns. Puis c'est intéressant parce que ça fait un bon sideway James Baldwin. Parce qu'à la fin de la journée, James Baldwin, c'est un écrivain qui est né en 1924. C'est bon? Attends, c'est ça cause que la fin à vérité. Ok, so, tu veux refaire ton Sadway? Non, je vais le refaire. Ouais, juste pour que ça fasse du sens. Juste le dernier truc que je voulais dire sur Fred Hampton, c'est que, tu sais, genre, one thing that was really good with him is that he was actually trying to rally. Il y avait une affaire qui s'appelait the Rainbow Coalition, that he named Rainbow Coalition, but he was working with, like, Puerto Rican gangs, and he made a truce between Puerto Rican gangs and black gangs in Chicago. Il s'est allié avec des activistes Puerto Rican and the white Democrats that were un group mostly led by white people that were like a Democratic Party, and he was working with all of them trying to like find a solution for black people. Donc il était pas violent. C'était comme he was a Black Panther, so in a sense, he was like, I'm ready for whatever. He wasn't scared. Mais il prêchait pas c'est pas ça that was not his purpose. His purpose was peace and like to care for his people. Exactly. There's a lot of misconception about Black Panthers. Comme clairement le media did their job with that. But pour revenir au point qu'on disait que comme why do they think we're gonna do them wrong? Juste parce qu'on a des fusils ou quoi que ce soit. James Baldwin, comme je disais, c'est un écrivain afro-américain qui était quand même présent lors de cette période-là du Civil Rights Movement.
Puis lui, qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est que, dans le fond, à chaque fois que, genre, les hommes noirs s'organisaient, mais dans le fond, pour être dissuasif, leur mort était quand même assez claire pour montrer que, genre, mais qu'est-ce qui arrive quand tu te révoltes ou quand tu essaies de t'organiser, mais c'est ça. Fait que, pour que ça soit dissuasif, faut pas que le monde veuille être avec le Black Panther Movement, puis que se démoralise un peu, mais c'est that's what they would do. C'est quand ils sont entrés, puis ils ont shoot out Fred Hampton, c'était complètement, genre... C'est ça le but des 99 shots, c'était pas pour le... Il était déjà dead, là. Pas le 99 shots. Oui, c'est un message que tu passes. C'est un message que tu envoies à tout l'écosystème. Là. Fait que, basically, he would say that. Puis, il a fait son... Il y a comme un film, là, qui est sorti en 2018. Moi, je trouve que c'est un documentaire, mais il dit que c'est un film, là. C'est comme I'm Not a Negro. I'm Not a Negro. I'm Not Your Negro. I'm Not Your Negro. I'm Not Your Negro. Puis, dans le fond, là-dedans, il retrace la vie de... Je trouvais le nom du gars, là, parce que c'était quand même important. Edgar Evers, Malcolm X et MLK. Puis dans le fond, le lien qu'il fait entre ces trois personnes-là, c'est leur mort brutale. Puis il explique comme la situation, the racial situation in the United States. Puis souvent, il va faire le lien. Dans le fond, il connaissait aussi MLK et Malcolm X. Il explique un peu comment lui il voit leur situation, puis leur plight, puis leur façon d'attaquer aussi le problème. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment intéressant avec ce gars-là, c'est que dans le fond, c'est vraiment sa critique du monde dans lequel il vivait puis dans lequel il a grandi. Là. Fait que la façon qu'il était éloquent puis la façon qu'il s'exprimait par rapport aux difficultés que une personne noire va vivre au niveau du classisme, que ça soit au niveau de découvrir sexuellement. Parce que lui, c'était un homme gay puis que dans le fond, souvent dans ses textes, c'était un personnage noir, gay, qu'on expliquait les pressions externes et internes qu'il vivait, puis whatever he would go to on his daily life. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi un religious background. Dans le fond, son beau-père, c'était un prêtre. Il est devenu prêtre quand même assez jeune, je pense à l'âge de 14 ans, où il prêchait, mais ça, it was never really something... il était bon à ça parce que c'était un bon orateur, puis il s'exprimait vraiment bien. Mais c'était jamais vraiment quelque chose qu'il voyait comme à long terme. Ben, je pense que le fait qu'il était gay aussi, c'est un impact. Là, je veux dire, il trouvait que c'était très hypocrite, la façon de voir chrétienne un peu. Là. Il était pentecôtiste, là, mais je connais pas complètement pentecôtiste. Fait que c'est ça. Fait qu'il explique beaucoup aussi au niveau des Noirs comment notre relation avec la religion est, puis comment on a utilisé la religion pour nous mettre un peu... comme des chips, là, pour nous faire suivre... Pour être soumis au capitalisme blanc, basically. Fait qu'il parle de ça. Quoi d'autre qui est arrivé? C'est un jeune je pense à 24 ans, il a déménagé en France. Oui, il a été en Europe. Il a été vivre en Europe parce que il voulait pas être défini à travers... dans le fond, le système américain, which is being somebody else's Negro. Fait qu'il est parti là-bas se ressourcer. Puis je pense qu'il y a plusieurs choses qu'il voyait arriver. Parce que comme il a commencé sa carrière d'écrivain quand même, là, où il écrit des nouvelles, il écrit des... He would write different type of... Comme il y avait des nouvelles, il y avait des essays, il écrivait des plays. Puis même qu'un de ses plays a été réutilisé, puis il a gagné un Grammy. C'est quoi? Excuse-moi. C'est If Beale Street Could Talk. Oh, ouais. If Beale Street Could Talk, c'est based off his story that he wrote back then. Fait que ça, c'était intéressant. Mais quand il était en Europe aussi, ça l'a beaucoup ressourcé. Ça l'a ressourcé. Parce que ça l'a donné une perspective complètement de l'extérieur. Exact. Ouais. Parce que quand tu restes dans le moule. Parce que lui, c'est ça aussi. Il était très connu pour faire ses travaux. Ça reflétait beaucoup sur sa vie. Ouais. Mais quand il a été en Europe, là, il a vu un peu... Il a vu un peu ailleurs. Ouais, il a vu ailleurs. Puis, The Greater Scheme of Things, de quoi ça avait de l'air de l'extérieur. Puis là, il est devenu encore plus critical. Exactly. Fait que moi, je pense que it's amazing to see that somebody at that age, parce qu'il était relativement jeune quand ça se passait, tout ça, and in that time, to have that type of... Tu sais, on dirait que c'est une conversation de quelqu'un qu'on verrait aujourd'hui qui a le même plight, but that was like in the 1960s, maybe before that. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment important de relever ça, parce que, tu sais, at the end of the day, il y a beaucoup de monde qui lay les stones pour que nous on puisse marcher par la suite. But we don't see how much
they had to work. Puis des fois, comme en écoutant des personnes comme ça, moi, sa perspective, je trouve que c'est très avant-gardiste. C'est très avant-gardiste, puis ça nous amène à des points où des choses qu'il faut discuter des fois. Puis moi, il y a un quote qui m'a vraiment intéressé dans ce qu'il disait, c'est que « To be a Negro in this country and to have relatively conscious, and to be relatively conscious is to be enraged all the time. » Ça, c'est dans quoi, ça? Il avait dit est-ce que c'était dans son documentaire? C'est dans le documentaire. Je n'ai pas été capable de voir d'où ça sortait exactement. Mais c'est un quote que j'ai entendu souvent, puis c'est quelque chose que, dans le fond, we live every other day, like every day. That's how it is. Puis je trouve qu'il a bien capturé avec ce... Non, je pense qu'on a eu une bonne conversation. Là, c'était nice, c'était très productif, puis resourceful, inspirant. So, t'as-tu quelque chose en closing que tu veux ajouter? Ben, moi, je pense qu'on est good pour aujourd'hui. Là. Il y avait... Je pense que ça va aller. Les sujets qu'on a le plus, c'est pas... Les sujets comme ça, comme un peu... Comme ça, c'est plus uplifting. C'est plus uplifting. On va commencer à parler de Nick et Non, pas besoin, parce que là, on a fini sur une bonne note. It's okay. On a shout-out des leaders, on va pas les shout-out des lanceurs. Ouais, c'est ça! C'est ça! Ça se passe positif! Pulling us back a couple hundred years. Là, je suis comme, voilà, on donne shout-out des... C'est ça, we're good. C'est ça, on est good avec ça. Des boules de plastique. On shout-out les real dudes, real women qui ont advance our cause. Puis là, après ça, on retourne pas. On reparlera du BS. Des blousailles. Un autre moment. So that was it for the comeback, the Black History Month podcast. So see you next month. Next month. See you soon. See you soon.